bonsoir à tous et merci d'être à ce rendez-vous de l'information sur Eden Télévision. Dans l'actualité ce soir, l'état-major des forces armées béninoises rassure les populations après l'attaque des djihadistes ayant fait 2 morts et plusieurs blessés. Les précisions de l'état-major dans un instant. À suivre dans ce journal, la réaction des usagers et chauffeurs de minibus et taxis suite à la décision du ministre Raphaël Akotteillon qui a abrogé bien évidemment l'arrêté préfectoral qui réorganisait la circulation urbaine dans la municipalité de Cotonou. Hors de nos frontières, la tension entre l'Ukraine et la Russie ne faiblit point. Les ministres russes et américains Antony Blinken et Sergei Lavrov se sont rencontrés en marge d'une réunion annuelle de l'OSCE pour tenter d'entamer un dialogue. Voilà pour le sommaire. Je vous en parlais en titre. L'armée béninoise a été victime de 2 attaques djihadistes à Banikouara et Porga. Lesquelles attaques ont fait 2 morts et plusieurs blessés dans le rang des forces armées béninoises et autres. Dans un communiqué, l'état-major des forces armées béninoises a fait le point et a rassuré les populations. Suivez ici le colonel Didier Arwanvoedo, porte-parole des forces armées béninoises. Le mardi 30 novembre et le mercredi 1er décembre 2021. Respectivement dans les localités de Mekrou-Nyenyen, dans la commune de Banikouara, et de Porga, dans celle de Materi, des agents des forces de défense et de sécurité du Bénin, en position de surveillance de la zone frontalière, ont été pris à partie par des individus armés non identifiés qui, repérés nuitamment alors qu'ils essayaient de contourner ou de surprendre le dispositif de prévention mis en place, ont ouvert le feu sur eux. Les échanges de tirs nourris ont fait 2 morts et quelques blessés dans les rangs des militaires. Je peux vous assurer que ceux-ci bénéficient déjà d'une prise en charge complète adéquate. En face, il est à signaler 2 corps d'assaillants ont été abandonnés, l'un à Banikouara et l'autre à Porga. De même que des traces de sang ont été aperçues, laissant penser que d'autres morts ou blessés ont été traînés dans le sens du repli vers un pays voisin où sévissent des groupes terroristes. L'état-major des forces armées béninoises tient à rassurer la population béninoise qu'il met tout en œuvre pour assurer la défense du territoire national contre toute forme d'agression d'où qu'elle vienne, ainsi que la sécurité des personnes et des biens. À cet effet, les unités des forces de défense et de sécurité sont en alerte pour faire face à toute velléité ennemie. En tout état de cause, chaque citoyen est invité à vaquer normalement à ses activités quotidiennes. A signé ce communiqué le contre-amiral Patrick Jean-Baptiste Haro, chef d'état-major des forces armées béninoises. Dans un autre volet, c'est par un message audio que Raphaël Akotteillon, le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, a abrogé l'arrêté préfectoral portant réorganisation des transports urbains, des transports des minibus et taxis dans la municipalité de Cotonou. La mise en application du dit arrêté remonte au lundi 29 novembre au jeudi 2 décembre 2021 à 10h. Dans un message radio, je vous en parlais tantôt, adressé au préfet du littoral, Alain Orunlay, rapportant de ce fait, de ce par son arrêté préfectoral, il lui est également interdit de prendre toutes sortes d'arrêtés jusqu'à nouvel ordre. La décision ne suscite pas l'adhésion de toutes les franges de la population. Suivez ici le reportage de Juste Aimé Defodji pour vous en convaincre. C'est une liesse populaire au marché d'Antokpa après l'annonce de la suspension de la décision préfectorale réorganisant la circulation des minibus à Cotonou. 2 jours seulement d'application qui aurait été un calvaire pour les chauffeurs et clients. Depuis lundi, ça n'a pas été du tout facile. C'était la misère totale à nous tous et à nos mamans marchandes. Depuis lundi, nous sommes tous affamés. Nous venons nous entasser ici seulement. Ceux qui viennent de Bounou n'ont pas de clients. Ceux qui viennent de Wenri et Ketou, pareil. Et les femmes se plaignaient surtout que la fête s'approche. Désormais, les prières pleuvent à l'endroit du ministre Raphaël Akotteillon en reconnaissance à cette décision. La décision du ministre aujourd'hui, nous tous, on est contents. On est content, on est très content, on est ravis. Et que Dieu soit avec lui.
Que Dieu bénisse celui qui a pris cette décision. Qu'il soit béni, celui qui a pris cette décision. Que Dieu bénisse ses enfants et nous bénisse également. L'auteur de cette décision aura la longévité. Il vivra plus longtemps que les fers des rails. Malgré l'euphorie, des chauffeurs trouvent l'arrêté préfectoral fondé et sujet une réorganisation du transport à Cotonou. Le site de l'abattoir, si on nous laisse s'habituer quand même, pour quelques jours, quelques mois, je pense que ce site-là va donner au moins une satisfaction, surtout aux transporteurs. Parce qu'on voit que nous sommes même plus à l'aise ici. Mais si le préfet, il avait dit qu'on va rester encore à Tokpa là, il n'y avait pas qu'à Tokpa et le Tokpa B. Donc si ils peuvent encore sécuriser ce parc-là pour nous les citoyens, ça nous fait encore plaisir. Il faut noter qu'après l'annonce de la décision de suspension de l'arrêté préfectoral qui réorganise la circulation des Tokpa à Cotonou, les barrières érigées par les policiers au niveau du marché d'Antokpa ont été levées. Eh bien, restons dans cette même dynamique. Suite à cette décision du ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, le secrétaire général de l'organisation syndicale des conducteurs de taxi-ville, Abraham Agboakounou, a réagi ce matin sur l'émission Matin d'Éden. Il était l'invité de Corneille Aïssé. Nous, on n'apprécie pas cette décision du ministre qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis hier dans la matinée. Parce que déjà, il faut comprendre que Cotonou est pratiquement la dernière grande ville à réformer, à réorganiser la mobilité dans sa commune. Toutes les communes l'ont déjà pratiquement fait. Si vous prenez Porto Novo aujourd'hui, c'est interdit de prendre les véhicules n'importe où pour venir, que ce soit à Cotonou ou bien pour aller vers une autre ville. Ça voudra dire que ce que les bonnes dames ont commencé par créer, en fait, surtout la population de Porto Novo qui se déplace sur Cotonou, ça se passe déjà chez eux depuis. Aujourd'hui, avant qu'elles ne prennent le taxi, elles viennent sur les parcs de chargement, sur les gares routières. Mais pourquoi, quand elles vont descendre à Cotonou, elles ne peuvent pas prendre ces mêmes moyens-là pour se rendre à Nantokpa? Toute ma question est là. La malorganisation du secteur, le relâchement des autorités a permis que toutes les rues de Cotonou se sont transformées en gares routières. Réellement, moi personnellement et toute l'organisation des conducteurs de taxi-ville des communes du Bénin, nous regrettons ce tact-là du ministre, parce qu'il faut aussi reconnaître que avec l'arrêté du préfet, la mobilité urbaine, le taxi-ville, qui hier était le moyen d'excellence de déplacement dans Cotonou, a commencé déjà en 3 jours, a commencé par renaître de ses cendres. Parce que, qu'est-ce qui a tué le taxi-ville? Et aujourd'hui, lorsqu'on veut faire le débat, tout le monde commence par dire que vous n'existez plus à Cotonou, vous traversez Cotonou. Parce que la chose n'est pas organisée. Parce que tous les véhicules en provenance des autres villes ont accès dans toute la ville et dans toutes les contrées. Mais dans ces conditions, cette catégorie de transport ne peut pas survivre. Et avant de quitter ce volet relatif à cette décision du ministre de la Décentralisation, eh bien, l'arrêté du ministre est passé ici au crible du rédacteur en chef du quotidien La Nouvelle Tribune, Marcel Zoumanou. Voici sa posture. Alors, sur la première décision, il faut dire que on doit noter une sorte de précipitation, une sorte de brutalité dans la prise des décisions. Quand on prend une décision de sa posture d'homme public, il faut analyser tous les paramètres avant de prendre une décision. Et je ne suis pas sûr que la décision prise par le préfet ait pu tenir compte de tous ces paramètres. Mais sur la décision du ministre, ça montre évidemment qu'il n'y a pas assez de discussions entre les autorités et les structures sous tutelle, parce que les préfectures sont censées être des structures sous tutelle du ministère de la Décentralisation. Donc, que le ministre en vienne à annuler la décision du préfet
et à lui enjoindre de ne pas en prendre un autre. Je trouve que forcément, il y a eu des choses qui ont été faites à son insu. Et là, ça montre que ça ne discute pas bien, il n'y a pas une bonne communication entre les structures au sommet de l'État. C'est évident qu'ils sont affaiblis. Quand vous êtes préfet, vous avez une autorité de police, parce qu'un préfet a une autorité de police. Et il y a une décision de votre chef hiérarchique qui annule votre décision et qui vous enjoint de ne plus prendre d'autres décisions, vous êtes affaibli. Et cet affaiblissement peut créer d'autres problèmes parce que si le préfet est faible, eh bien, le terrain est un peu plus libre parce que, comme je l'ai dit, le préfet a une autorité de police et donc ça, si son autorité est affaiblie, ça peut créer un autre désordre qu'on ne pourra pas contrôler. Deuxième chose, c'est que les populations, surtout les conducteurs des fameux Tokpa, seront un peu plus ragaillardis et vont continuer à faire tout ce qu'ils faisaient, peut-être avec un peu plus d'acuité. Or, il faut avoir le courage de dire que malgré que cette décision ait été rapportée, les comportements des conducteurs de cet taxi ne sont pas du tout des comportements recommandables sur la voie et qu'il faille qu'une autorité de police puisse continuer à les sensibiliser et même parfois même à les réprimer, et s'il le faut, pour les amener à se corriger. L'actualité hors des frontières du Bénin, Emmanuel Macron a entamé ce matin une tournée express dans le golfe Persique. Un déplacement de 48 heures au cours duquel le chef de l'État français se rend aux Émirats Arabes Unis, au Qatar et en Arabie Saoudite. Sa première étape est Dubaï où il vient de signer un accord d'achat d'armement, un accord d'achat de 80 avions Rafale. C'est le plus gros contrat d'armement de l'histoire de la République française. Cet accord intervient malgré les controverses liées au sujet de la vente d'armes aux pays du Golfe. Selon l'Élysée, bien évidemment, Paris, par ce geste, souhaite bien évidemment contribuer à la stabilité de la région en cause. Reportage. Emmanuel Macron se rend durant 2 jours aux Émirats Arabes Unis, au Qatar et en Arabie Saoudite. Avec un attelage de compétition, plusieurs ministres, dont Jean-Yves Le Drian aux Affaires étrangères, Bruno Le Maire à l'économie ou Florence Parly aux armées, en goguette avec quelques grands patrons de l'aéronautique ou de la sécurité. Le locataire de l'Élysée souhaite renforcer la coopération dans tous les domaines, au niveau culturel comme commercial. Il évoquera les crises dans le Golfe, le terrorisme, les élections en Libye, la réconciliation avec le Liban, se posant en puissance d'équilibre, selon un conseiller du président. Mais comme souvent dans cette région, l'enjeu est aussi de conclure de juteux contrats de vente d'armes. Selon Anouar Gargache, le conseiller de Mohamed Ben Zayed, prince héritier des Émirats, la France a construit avec l'État fédéral une très bonne relation au fil des années, avec un alignement sur les questions stratégiques. Il figure au 5e rang des commandes d'armes passées à la France dans la période 2011-2020. L'Arabie Saoudite étant en 3e position et le Qatar en 2e. Que penser de cette énième vente d'armes? Amnesty International avait bien, dès 2019, signalé que des milices soutenues par les Émirats utilisaient des armes françaises au Yémen. Ce qui ne semble pas entrer dans les préoccupations d'Emmanuel Macron, qui va bien s'entretenir avec Mohamed Ben Zayed. Le leader émirati fait pourtant l'objet, en toute simplicité, d'une enquête en France pour complicité d'actes de torture qui auraient été commis dans des centres de détention. Les prisons émiraties ont la main un peu lourde, c'est un euphémisme envers les opposants politiques ou les espions présumés ou encore des Yéménites œuvrant dans le camp opposé au leur. Torture, y compris électrocution, détention dans des trous, sortez les mouchoirs mais surtout pour les mettre sur vos scrupules. Après MBZ, Emmanuel Macron rencontrera MBS en Arabie Saoudite. Mohamed Ben Salman se veut prince réformateur, mais il a peut-être surtout réformé une vie, celle de Jamal Khashoggi, opposant à Riyad. Le journaliste fut torturé et démembré en octobre 2018 dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul par des proches du prince. La CIA déduit, grâce aux écoutes et enregistrements de la mise à mort du journaliste, que Mohamed Ben Salman était probablement le commanditaire de l'assassinat et qu'il a été tenu au courant de chaque détail de l'opération. Cela a jeté un froid conséquent dans les relations internationales, mais Emmanuel Macron ira briser la glace. C'est une des premières visites d'un dirigeant occidental depuis la mise à mort de Jamal Khashoggi. Il faut savoir qu'en 2020, l'Arabie Saoudite est devenue le premier client de la France dans ce domaine. Ça rapproche. Signataire du traité international sur le commerce des armes, la France ne peut vendre du matériel militaire qui servirait à anéantir des civils.
Florence Parly avait juré que ces armes vendues aux Saoudiens n'étaient utilisées qu'à but défensif, à sa connaissance, contre le terrorisme et pas offensif au Yémen. Sauf qu'en avril 2019, le média d'investigation Disclose avait révélé, grâce à des documents de la direction du renseignement militaire, que certaines armes françaises vendues aux Saoudiens avaient bien été repérées sur le terrain yéménite. La guerre au Yémen a causé la mort de 377 000 personnes depuis 2015, d'après l'ONU, dont 150 000 au combat et plus de 12 000 civils. Mais rassurons-nous, selon la presse, les sujets sensibles du respect des droits de l'homme devraient être également évoqués. Entre le martyre des populations yéménites et la dissolution présumée du corps de Jamal Khashoggi dans de l'acide, les conversations promettent d'être animées. À moins qu'on ne parle plutôt business, avec des rires en rafale. 24 heures plus tôt, échange houleux en Suède alors que l'escalade des tensions entre l'Ukraine et la Russie ne discontinue pas. Anthony Blinken et Sergei Lavrov se sont rencontrés en marge d'une réunion annuelle de l'OSCE à Stockholm. Les ministres russes et américains des Affaires étrangères vont entamer un nouveau dialogue alors que Moscou accuse encore une fois, l'OTAN de rapprocher sa base militaire des frontières russes. Dans le même temps, Washington dit vouloir faciliter un retour vers les accords de Minsk tout en menaçant la Russie de graves conséquences. Précision avec nos confrères de RT France. Vol annulé. Les panneaux d'affichage de l'aéroport Narita traduisent la politique sanitaire du gouvernement nippon. Le Japon a voulu se barricader face au variant Omicron, mais peut-être un peu trop vite et un peu trop fort. Ce mercredi, le Premier ministre annonçait la suspension de toutes les nouvelles réservations à destination de l'archipel jusqu'à la fin du mois de décembre. Une mesure jugée trop stricte par la population. Les accords de Minsk reviennent sur le devant de la scène, mais cette fois, c'est le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui parle de la nécessité de leur exécution. La diplomatie est le seul moyen responsable de résoudre cette crise potentielle. Si la Russie et l'Ukraine renouent le dialogue dans le cadre des accords de Minsk qui visent à mettre fin au conflit armé dans l'est de l'Ukraine. Victoria Nuland, vice-secrétaire d'État américain, dit même qu'il n'existe aucune alternative aux accords de Minsk. Nous pensons que les États-Unis peuvent jouer un rôle de soutien, comme nous l'avons fait en 2014-2016, lorsque nous avons remplacé le format Normandie en travaillant en parallèle avec Kiev. Je pense que nous sommes prêts à le faire. Nous ne voyons pas d'autre alternative que de commencer à faire quelque chose, et pas seulement discuter des accords de Minsk. Ces fameux accords de Minsk, conclus en 2015 dans le but de régler la situation en Ukraine, comportaient plusieurs volets. Il s'agissait entre autres de mettre fin à toutes les hostilités dans la région, d'obtenir le retrait de toutes les forces étrangères de la zone du conflit, d'octroyer un statut spécial de semi-autonomie aux régions de Donetsk et Lugansk et d'assurer le droit de la population à utiliser la langue de son choix. Pour les habitants de ces régions, majoritairement russophones, ce dernier point était des plus important. Mais 6 ans après la signature des accords, rien de tout cela n'a été accompli. Pire, les autorités ukrainiennes ont mobilisé massivement leurs troupes dans la zone du conflit. Sur la ligne de contact dans le Donbass, les forces armées ukrainiennes renforcent leur présence militaire en transférant du matériel lourd et du personnel. Selon certains rapports, le nombre de militaires ukrainiens dans la zone de conflit a atteint déjà 125 000 personnes. Et pour ceux qui l'ignorent, cela représente la moitié des forces armées de l'Ukraine. Selon la mission spéciale d'observation de l'OSCE en Ukraine, la violation du cessez-le-feu n'est plus enregistrée localement, mais sur toute la ligne de contact. Les semaines dernières, certains jours, leur nombre a dépassé les maximums enregistrés par la mission avant l'entrée en vigueur des mesures supplémentaires visant à renforcer le régime de cessez-le-feu du 22 juillet 2020. Mais pour Kiev, c'est Moscou qui veut enterrer les accords de Minsk. Je pense que la Russie sera très heureuse si les accords de Minsk échouent. Cela la dégagerait de toute responsabilité et lui donnerait toute liberté d'action. Le format de Normandie et les accords de Minsk sont dans le coma, mais ils sont toujours en vie. Il faut essayer de les réanimer. Voilà qui contredit le président ukrainien actuel, Vladimir Zelensky, qui, dans une interview accordée au Financial Times, en avril dernier, parlait de la nécessité de changer ou même carrément d'abandonner le processus de Minsk.
Il y a deux options. Nous pouvons modifier le format de Minsk, l'ajuster, ou nous pouvons utiliser un autre format. L'échec de la situation actuelle serait également dû à la France et à l'Allemagne, selon le président russe. L'Ukraine refuse ostensiblement de respecter ses engagements concernant l'ensemble de mesures de Minsk, tout comme les accords conclus dans le cadre du format Normandie. En parole, nos partenaires du format Normandie, l'Allemagne et la France, ne contestent pas l'importance des accords de Minsk. En passant, il ne faut pas oublier que les accords de Minsk ont été consacrés en tant que normes en droit international. Une décision pertinente du Conseil de sécurité de l'ONU a été adoptée. Mais en acte, malheureusement, ils encouragent la politique du gouvernement actuel de Kiev axée sur leur démantèlement, ce qui mène malheureusement les négociations et le règlement lui-même dans l'impasse. Avec l'entrée en jeu des États-Unis, on verra si derrière les grandes déclarations de la diplomatie américaine se trouve une volonté réelle d'apaiser les tensions dans l'est de l'Ukraine. Au Japon, rétropédalage du gouvernement après avoir annoncé la suspension de toutes les réservations de vol en destination du pays. L'exécutif est revenu sur sa décision suite aux nombreuses critiques pour l'assouplissement des réformes depuis le début de la crise sanitaire de la Covid-19. L'archipel s'appuie davantage sur la politique frontalière pour éviter la propagation du virus. Reportage. Vol annulé. Les panneaux d'affichage de l'aéroport Narita traduisent la politique sanitaire du gouvernement nippon. Le Japon a voulu se barricader face au variant Omicron, mais peut-être un peu trop vite et un peu trop fort. Ce mercredi, le Premier ministre annonçait la suspension de toutes les nouvelles réservations à destination de l'archipel jusqu'à la fin du mois de décembre. Une mesure jugée trop stricte par la population. Je vis au Japon depuis 2 ans, depuis le début du Covid. Je pense que le Japon a été de loin le pays le plus strict en ce qui concerne l'épidémie et l'interdiction des étrangers explique encore une fois à quel point le Japon se montre strict en général. Sous pression, le gouvernement est revenu ce jeudi sur sa décision pour permettre aux ressortissants japonais de rentrer à l'approche de Noël. J'ai demandé au ministre des Transports de prêter pleinement attention aux besoins des citoyens japonais qui souhaitent rentrer chez eux. Une mesure qui reste stricte, avec une limite imposée à 3500 arrivées internationales par jour, contre 5000 auparavant. Une décision que le gouvernement japonais a préférée à d'autres mesures pour endiguer l'épidémie. La campagne de vaccination reste lente dans le pays et les centres commencent à être démantelés. En ce qui concerne les injections de rappel, le ministère de la Défense n'envisage pas d'utiliser ce centre pour le moment. Notre combat contre le coronavirus, y compris le variant Omicron, n'est pas encore terminé. Nous devons nous y préparer. Le Japon a été relativement épargné par la pandémie, avec près de 18 000 morts depuis début 2020. Confiner l'archipel entier pour ne pas confiner les habitants, une stratégie propre au gouvernement nippon et qui semble payer. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi sur Eden Télévision. L'information se poursuit sur nos canaux digitaux, Facebook, Twitter et YouTube et sur notre site internet Bénin. Bénin-eden.tv. Bon appétit.